Salam alaikum Mazzoul. Bonsoir. Aujourd'hui, à part les barons du régime, leur parentèle, leur clientèle et leurs députés qui votent les lois qu'il faut pour finir de rasier ce qui reste, tout le monde vous dira que la loi des finances 2016 est un des nombreux dispositifs légaux qui permettront au même régime et à ses copains coquins d'en finir avec la vache à lait, de la bouffer toute crue et de s'en aller finir de couler des jours heureux loin de ce malheureux pays qu'ils auront désossé jusqu'à sa dernière phalange. Mais avant de venir à ce sujet du bradage annoncé du pays, essayons de revenir un peu en arrière de façon lapidaire pour essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés des années de discours du socialisme de la sieste à ces poussées délirantes du capitalisme débridé. Dès la fin des années 60, après le dernier baroud du prolétariat algérien, dockers, Sonelgaz, cheminots, le régime de Boumedienne se mit en place la fameuse gestion socialiste des entreprises, la GSE, qui consistait à donner aux travailleurs bien plus qu'ils ne revendiquaient, à la seule condition, bien sûr, qu'ils se tiennent tranquilles et qu'ils mettent la contestation politique de côté. Et ainsi, tout le secteur public industriel devint une sorte d'espace pour neutraliser le potentiel politique de la classe ouvrière, de la même manière que la révolution agraire allait servir à mettre en boîte les travailleurs de la terre. Le socialisme avait bon dos. Les usines avaient désormais pour principale vocation d'absorber tout le chômage et d'allouer aux travailleurs des salaires à ne rien faire, ou alors de maigres prestations en échange de PRI, de PRC, primes de rendement individuel, primes de rendement collectif, et même de bénéfices de fin d'année, alors que leurs usines étaient toutes, sans presque aucune exception, en déficit, en rouge, comme on disait à l'époque. On distribuait des primes de rendements et des parts de bénéfices aux travailleurs des usines qui travaillaient à perte et dont les produits étaient d'une qualité plus que douteuse, quasiment invendable. Ça a eu le mérite pour le régime d'acheter la paix sociale. Et la planche à billets aidant, tout le monde travaillait, tout le monde pouvait aller au marché, dans un marché qui se distinguait par la pénurie, l'anarchie, la mauvaise qualité et le manque. Mais l'un dans l'autre, et mis à part la nomenclatura FLN de l'époque et les officiers de l'armée, qui vivaient dans un luxe relatif, tout le monde vivotait, un temps soit peu, dans la sécurité et la certitude que le mois prochain, le salaire sera versé malgré tout. Après Boumedienne, sous le régime de Chedli et sous l'influence dévastatrice d'un certain Larbi Belkhair, Rabbi Rahmou ala kullati hal, il fut décidé de siffler la fin de la partie. Sous le prétexte de mettre fin à une situation ubuesque et dans un climat de crise économique sans précédent, alors, et sous l'effet conjugué de cette crise due principalement à une gestion catastrophique du pays depuis son indépendance, comme sous l'effet des injonctions du FMI et des appétits libérés d'une nouvelle bourgeoisie comprador, il fut donc décidé de restructurer, le grand mot, restructurer, le secteur industriel public. Plus d'1 million de travailleurs, 1 million de travailleurs furent licenciés, avec des indemnités de départ relativement rondelettes, pour faire passer la pilule sans faire exploser la rue. Presque tout le patrimoine foncier des entreprises fut bradé à vil prix aux clientèles du régime, celles qui constituent aujourd'hui les plus grosses fortunes du pays. Le signal du départ de la restructuration fut donné par un décret d'octobre 80, qui passa littéralement inaperçu. Pour lancer la machine à démanteler, le régime Chedli Belkhair entreprit de le présenter sous le nom de restructuration des entreprises.
C'est un cabinet conseil américain, parmi les plus connus au monde, McKinsey & Co., qui fut sollicité à prix d'or pour évaluer le secteur industriel public et proposer les voies et moyens de sa restructuration. Ce qui allait être présenté comme une réorganisation structurelle et qui allait être menée en deux principales étapes, allait produire d'abord un éclatement du secteur pour le rendre plus soluble. Avant sa neutralisation, puis son bradage, 70 grandes entreprises de très grande envergure, si je peux dire, seront atomisées en 474 entreprises de moyenne et petite taille, en plus des 779 entreprises de wilaya et de 1086 entreprises communales. Puis, après l'avant-dernière phase du démantèlement, qui a consisté à vider les entreprises de leurs composantes humaines, en renvoyant, comme je l'ai dit, 1 million de travailleurs à leur foyer, pour la plupart très loin de l'âge de la retraite, le régime changea de politique d'investissement. Il ne soutenait plus les entreprises défaillantes, ou alors au compte-gouttes, jusque dans le versement des salaires, qui étaient l'objet de rudes négociations chaque mois, pour faire peser le spectre de la faillite sur les entreprises et les pousser à dégraisser, comme on dit, plus vite, et au pas de charge, dans un climat social de grande débâcle. Tout a été entrepris de façon laborieuse pour préparer le bradage du secteur public aux nouveaux riches, tous clients et parents des barons du régime. En parallèle à ce méga démantèlement, tous les circuits de distribution, jusque-là sous le contrôle du secteur public, ont été soudainement libéralisés pour le profit des mêmes clientèles et des mêmes parentèles. C'est à cette époque que naquirent M. Blé, M. Semoule, M. Sucre, M. Médicament, M. Bière, M. Ciment, etc., etc. Aujourd'hui, après que le régime ait réussi à créer une nouvelle classe de nouveaux riches, plusieurs centaines de millionnaires en dollars et une dizaine de milliardaires en dollars, à la faveur de l'immense gaspillage de près de 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans, le régime se retrouve au milieu du gué, à un moment où il a besoin de se reconfigurer, de se préparer pour l'après-Bouteflika. Et le scénario qui va bientôt être joué à partir de l'acte 1, qui sera la publication du projet de nouvelle constitution, le régime a besoin que ses alliés occidentaux le soutiennent inconditionnellement dans ce qui va sembler aux Algériens une perspective absolument inacceptable. La France a déjà donné son feu vert, parce que sa propre raison d'État et l'évaluation de la situation par rapport au régime actuel font qu'elle ne trouvera jamais meilleur partenaire, aux affaires comme à la guerre. Il reste, pour le régime, pour les nouveaux maîtres du pays, à gagner la sympathie des Américains, autre acteur incontournable pour toute recomposition de cette nature. Et comme il ne reste plus beaucoup d'argent pour lui donner sa part du gâteau, à l'ami américain, il ne reste plus qu'à le faire participer non pas aux fruits de la rapine, mais au capital même, aux richesses naturelles, à lui brader des parts de la source mère de la richesse, les hydrocarbures et donc Sonatrach et ses filiales. La loi des finances 2016, qui a été adoptée dans un climat d'insurrection de certains députés, et certaines de ses dispositions, comme l'article 66 ou 71 et d'autres encore, laissent deviner quelques arrière-pensées. Le récent voyage de Bouchouereb, le ministre de l'Industrie aux USA, et la promesse de l'Algérie d'investir 260 milliards de dollars pour le plan 2014-2019, dans lesquels les Américains auront leur part, leur dit-on, procèdent de cette opération de charme pour les appâter. Aujourd'hui. Reporter. Une importante délégation à Dearborn le mois prochain. L'Algérie à la conquête des investisseurs américains. Par Younes Saadi. Le temps d'Algérie.
la règle 59-49 sera assouplie, la promesse de Bouchouared aux Américains, par Hafid Mesbah. L'expression « Il est attendu à Washington, Détroit et San Francisco, Bouchouared à la conquête de l'Ouest » par Saïd Boussetta. Avec nous aujourd'hui pour en discuter, Ali Benouari, ex-ministre du Trésor, Qaddour Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et coordinateur du SESS, Alger, Hassan Haddouche, journaliste, Alger. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'inviter encore une nouvelle fois. Merci. Alors, Ali Benouari, votre lecture d'abord, en tant qu'homme politique, président d'un parti qui n'a toujours pas été agréé, comme vous le répétez souvent, comme vous le dénoncez souvent. Quelle est votre lecture de ce passage, j'allais dire en force, de la loi des finances 2016 ? Elle est en droite ligne avec tous les coups de force auxquels nous assistons depuis longtemps, pas seulement sous l'angle économique ou social, mais sous l'angle politique. Rappelez-vous, la Constitution en 2008, on a tordu le cou à la Constitution pour permettre un troisième mandat. Ali Benouari, je vais vous interrompre, nous vous entendons pas très bien. Je vous laisse avec le soutien technique, on va essayer d'arranger la connexion. Je reviens à vous dans un petit moment. Je reçois à présent Qaddour Chouicha. Qaddour Chouicha, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, Qaddour Chouicha, votre lecture de ce qui se passe, notamment de ces mouvements sociaux qui commencent à s'ébranler, comme la grève de SNV Rouiba, la grève de l'Etusa. Je pense qu'il faut d'abord inscrire tout ce qui se passe, non pas comme étant quelque chose de particulier, mais quelque chose qui s'est installé depuis fort longtemps. Bouteflika a été ramené, et si on se souvient de son discours, Bouteflika a été ramené pour appliquer un programme libéral. Donc ce n'est pas nouveau, certains essaient de nous faire croire que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Il est venu pour appliquer ce programme. Le quatrième mandat a été un moment important pour eux, parce que c'était un mandat où on avait de président, mais sans avoir de président. C'est-à-dire qu'on pouvait maintenant accélérer le processus, sans que celui qui soit constitutionnellement responsable ne dise mot. Donc on pouvait faire passer tout ce que l'on veut. Maintenant, par rapport aux mouvements sociaux, ces mouvements sociaux, je pense que ça va aller de plus en plus. C'est pourquoi le pouvoir a toujours essayé d'avoir sous sa pote l'UGTA. N'oubliez pas cela, parce que nous parlons de sections qui sont à l'UGTA. Et malgré que l'UGTA ait signé un pacte social avec le pouvoir, disons qu'il ne faut pas qu'il y ait de grève, vous remarquerez que les travailleurs algériens ne suivent pas l'UGTA, parce que l'UGTA, en fait, ils savent que l'UGTA n'est pas le syndicat, mais il est le représentant du pouvoir auprès des travailleurs algériens. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, que ce pouvoir est en train de lancer un nouveau projet du Code du travail, parce qu'il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il n'apporte que misère, que catastrophe, et il sait très bien que c'est des travailleurs qui vont bouger. Donc, il a lancé depuis fort longtemps un chantier concernant le nouveau code de travail pour réprimer encore plus davantage, pour empêcher l'expression syndicale, tout en favorisant celle de, disons, son outil que j'appellerais l'UGTA. Alors, des questions sur ce que vous venez de nous dire. D'abord, au sujet de Bouteflika, il me semble que c'est lui qui avait bloqué la loi sur la privatisation des hydrocarbures. Loi qu'il avait lui-même laissé passer pour la bloquer en dernier ressort. Les atermoiements de Bouteflika ou d'une frange du personnel politique ne sont pas du tout importants. Nous sommes dans un rapport de force qui est un rapport de force au niveau international.
L'Algérie, depuis très longtemps, on a assigné à l'Algérie depuis très longtemps une place dans la division internationale du travail. L'Algérie est conçue comme étant un pays dans lequel l'énergie, on peut acheter de l'énergie. C'est un pays qui peut devenir un marché pour la marchandise des pays capitalistes. Et c'est un pays aussi à qui on demande d'être une frontière par rapport au déplacement des migrants. Donc voilà la place de l'Algérie dans la division internationale du travail. C'est ça le fondement. Est-ce que cette loi des finances, telle qu'elle se décline aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas contourner justement cet empêchement de pouvoir privatiser les hydrocarbures? Est-ce que maintenant, avec les nouvelles dispositions contenues dans cette loi des finances, il ne va pas être possible de privatiser son attraque doucement, en y allant mine de rien, tout simplement à la limite? Oui, c'est essayer d'adopter par petites retouches, par petits gestes, mais d'arriver à un modèle où l'énergie ne sera pas simplement moins chère, mais l'énergie, c'est-à-dire c'est les entreprises internationales qui auront la main sur le robinet. Nous n'aurons qu'à demander un peu une partie de ce que l'on soutire de la tête du sous-sol algérien. Donc, je reviens à vous dans un moment, Khader Chouicha, pour vous demander de nous dire un peu ce qui se passe au sein de ces syndicats qui sont en train de s'insurger contre leur centrale UJTA et de nous parler aussi de ce code du travail que vous évoquez, de nous dire dans le détail ce qui vous inquiète dans la préparation de certaines dispositions de ce nouveau code du travail. Je reviens à Ali Benouari que nous retrouvons sur un autre téléphone. Ali Benouari, je vous laisse poursuivre ce que vous étiez en train de dire. Oui, je disais simplement que le pouvoir nous a habitués à des coups de force. Cette loi de finances 2016 est un énième coup de force. J'ai cité la Constitution qui a été amendée pour permettre faire sauter le verrou des deux mandats, mais en fait, peut-être que c'est le plus grand, l'un des plus grands crimes. Mais sinon, il n'y a rien de surprenant. C'est un régime aux abois. Et j'en profite pour dire que ce que je pense de cette loi de finances en particulier, pourquoi les mesures qui sont dans cette loi de finances n'ont pas été prises au cours des lois de finances précédentes. C'est simplement parce que le régime est à bout de souffle. Il arrive en fin de ressources et il lui faut trouver des solutions. Les solutions qui ont été imaginées, ce sont des solutions qui découlent directement de la crise économique et financière annoncée. Je dis annoncée, en fait elle a déjà commencé, mais elle risque de s'aggraver et le pouvoir le sait. Donc c'est de la panique, mais en même temps le pouvoir cherche à tirer de cette panique une espèce de légitimité. Légitimité, j'allais dire, réformatrice, en disant voilà, nous allons vers plus d'économie de marché, vers plus de liberté d'entreprendre. On va attirer les investisseurs étrangers, les IDE, les fameux IDE. On va faire la part belle aux grands pays qui pourront investir chez nous librement. On va leur donner des gages, en somme. Et du coup, ils mettent de leur côté les grandes puissances comme soutien. C'est très pervers, évidemment, après avoir endommagé aussi gravement le pays, de leur livrer ce qui reste. Voilà mon opinion générale sur cette loi de finances. Mais en plus de ces IDE dont vous nous parlez, investissements directs à l'étranger, qui vont être, paraît-il, tout à fait libérés, est-ce que ça veut dire que les entrepreneurs, les capitaines d'industrie algériens vont pouvoir faire sortir autant d'argent qu'ils le veulent pour l'investir à l'étranger? Non, c'est pas du tout dans leur esprit. Dans leur esprit, c'est de maintenir un niveau d'investissement élevé qu'ils ne peuvent pas assurer aujourd'hui. Le rétrécissement des ressources en devises ne permet pas d'entreprendre de grands projets et de donner l'impression que le régime sait où il va, qu'il investit, qu'il pense au développement du pays. La preuve, c'est que la plupart des grands projets ont été arrêtés, le reste le seront sous peu. Et le régime sait très bien que les gens vont finir par s'en rendre compte. Donc, le ballon d'oxygène ne peut venir que des investissements étrangers. C'est la raison pour laquelle ils ont imaginé cette ouverture au capital, dans le capital des entreprises publiques. Mais ils savent aussi que
les étrangers ne viendront pas investir s'ils ne sont pas libres dans l'acte d'investir et si l'environnement n'est pas propice. Alors on va leur donner des gages et on leur donnera de plus en plus de gages. Ce qui est surprenant, c'est que ce qui est surprenant dans l'audace ou l'outrecuidance, c'est que ils ne disent pas que Sonatrach n'est pas concerné ou Sonelgaz n'est pas concerné. La loi de finances est muette. Donc nous sommes en droit de penser que, effectivement, ils veulent également privatiser Sonatrach. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Ali Benoît, pour vous demander si, dans cette optique, Sonatrach pourrait être offerte à cet investissement étranger et devenir peu à peu une entreprise comme les autres, avec peut-être une majorité de partenaires étrangers, de capitaux qui n'appartiendraient plus à l'Algérie. Avant d'accueillir Hassan Haddouche, je tiens à vous informer que la nouvelle vient de tomber maintenant, que Bouteflika a été hospitalisé en France aujourd'hui. Hassan Haddouche, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous faire une petite explication de texte, vous, journaliste économique, sur certaines dispositions de cette loi, notamment ces deux fameux articles qui font polémique, l'article 66 et l'article 71. Oui. Enfin, en fait, il y a trois choses qui font polémique. Peut-être que, si vous voulez, pour sortir des discours un petit peu généraux, parce que j'aime pas beaucoup les discours généraux sur la clientèle, la parentèle, la faillite, etc., du régime. J'aime pas beaucoup ça. Disons, moi, je préfère qu'on prenne des choses, qu'on dise des choses concrètes, si vous voulez, qu'on évite de faire de la géopolitique un petit peu comme ça, de tirer des plans sur la comète en disant que on va attirer les Américains et qu'on va vendre Sonatrach aux Américains. Tout ça, ça relève quand même un petit peu du fantasme, à mon avis. Ah bah dites-nous votre avis, Monsieur Haddouche, oui, dites-nous. alors voilà. Bon, moi je voudrais qu'on soit concret. Voilà, il y a une loi de finances qui a été votée. Bon, on nous dit c'est un coup de force. Bon, écoutez, à mon avis, enfin moi je fais partie des gens qui critiquent la politique depuis 20 ans, la politique économique mise en place en Algérie, même depuis un peu plus que 20 ans, depuis une trentaine d'années. Donc je suis relativement à l'aise par rapport à ça, disons. Il n'y a pas eu de coup de force à l'Assemblée nationale sur la loi de finances 2016. Il y a une majorité de plus de 300 députés, disons, qui a voté un texte présenté par le gouvernement. Et il y a une minorité qui a essayé, comme dans beaucoup de pays, ça se fait dans beaucoup de pays, de faire une bataille de procédure pour empêcher le texte d'être adopté. Bon, ça fait partie des pratiques parlementaires relativement courantes, c'est assez courant, mais à la fin de l'histoire, au bout du compte, finalement, il y a toujours un vote et la majorité vote, disons, la loi qui est présentée par le gouvernement. Bon, il y a eu une majorité parlementaire, elle a voté cette loi. À mon avis, il n'y a pas eu de coup de force. Le coup de force, ça aurait été que la minorité impose son point de vue. Là, disons, il y a une majorité parlementaire, elle a voté le texte. Une toute petite remarque, je vous laisse poursuivre, c'est mon point de vue personnel. Les 300 députés dont vous parlez ne représentent même pas 30% de l'électorat, de l'aveu même du régime. C'est la plus basse participation électorale depuis l'indépendance. Et donc, quand moins de 30% de représentants d'un électorat qui, donc, de plus, ont été élus par la fraude électorale, concluent votent une telle loi, ça s'appelle un coup de force, à mon avis. Mais je vous laisse poursuivre. Monsieur, on ne va pas refaire le Parlement, le Parlement algérien. Le Parlement, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ils sont élus comme ils ont été élus, bon, peu importe. Disons, là, il y a une loi qui est passée au Parlement, elle a été votée par la majorité, il n'y a pas eu de coup de force au Parlement, c'est ce que je veux dire. Bon, maintenant, si vous voulez refaire l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, moi je veux bien, mais enfin, bon, tout dépend de quoi on parle. Bon, si on parle d'aujourd'hui, ou on parle de 62, de 80, etc. Moi, je voudrais vous parler d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on essaie de parler d'aujourd'hui et des enjeux d'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, bon. Alors, les enjeux d'aujourd'hui, c'est quoi? Bon, il y a une loi de finances qui est passée. Dans cette loi de finances, si vous voulez, il y a un certain nombre de dispositions. Bon, les dispositions les plus importantes, celles qui ont été le plus commentées par les gens, c'est par exemple l'augmentation des prix des carburants. Il y a une augmentation des prix de carburant qui va être modérée, mais relativement sensible. Et ce qui est le plus important encore, c'est qu'on nous annonce, en plus de cette augmentation
de l'augmentation d'aujourd'hui, on nous annonce, et le ministre des Finances lui-même qui le fait, qui dit il va y avoir des augmentations futures, progressives, qui vont ramener progressivement le prix du carburant à sa valeur réelle, c'est-à-dire à la vérité des prix, à son coût de production. Bon, eh bien écoutez, moi c'est une démarche pour laquelle je milite depuis 20 ans. Donc, le gouvernement fait ça, et ben je suis content. Il se trouve qu'il y a en Algérie des centaines d'experts, disons, des centaines d'économistes et de think tanks, etc., qui préconisent depuis des années et des années qu'on arrête de subventionner les carburants, l'essence, parce que c'est une calamité nationale, parce que c'est un fléau national. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui a décidé de le faire. Eh ben, je vais pas dire que c'est une... Mais vous partez d'un point particulier pour... vous partez d'un point particulier... Vous qui parlez de concret, vous voulez du concret. Vous partez d'un point particulier pour élaborer une généralité sur une loi. D'ailleurs, quand vous dites, par exemple, que parler de parentèle et de clientèle n'est pas concret, vous pensez que les forces d'argent d'aujourd'hui ne sont pas des clients et des parents des barons du régime? Je ne sais pas ce que c'est que les forces d'argent. Je sais pas. Les détenteurs des grands capitaux dans le pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Ah, c'est une expression qui ne veut rien dire. Elle est abstraite, elle ne veut rien dire. Vous m'en direz tant. Quelque chose qui est concret, c'est le prix de l'essence. Voilà, ça, je sais ce que c'est. Et les barons du Ali Haddad, par exemple, c'est pas concret, c'est une vue de l'esprit. Mais Ali Haddad, c'est un capitaliste, c'est un entrepreneur capitaliste. Ben, est-ce que c'est un client du régime ou non? Mais c'est un client du régime, bien sûr, puisque c'est un entrepreneur de travaux publics. Et les commandes publiques sont faites par l'État. Mais vous savez très bien ce que j'entends par client quand ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je parle de clientèle. Ça veut dire des gens qui ont été rendus riches par des pouvoirs et des trafics d'influence. Non pas parce qu'il y a du partenariat. Monsieur, moi je suis économiste. Moi je sais, je suis économiste depuis 30 ans. Je pratique ce métier depuis 30 ans. Je sais que dans tous les pays du monde, les grandes entreprises de travaux publics font partie de la clientèle du régime, parce que les grandes entreprises publiques tirent leur plan de charge des commandes publiques. Je suis au regret, monsieur, tout économiste que vous êtes, clientèle en Occident est un mot péjoratif. Les grands capitalistes, comme vous dites, ne se considèrent pas comme clients des décideurs politiques, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y ait concussion en la matière. Mais si, monsieur, en France, le groupe Bouygues, c'est le plus grand groupe de travaux publics de France. D'ailleurs, c'est le numéro 1. Mais on ne dit pas c'est une clientèle de Sarkozy ou c'est une clientèle de Hollande. On ne dit pas c'est un client. Le mot client a une connotation péjorative qui dit quelqu'un qui a été créé par connotation, par cooptation. Mais sinon, est-ce que vous pourriez nous faire une explication de texte de ces dispositions qui sont tellement décriées? Pardon? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le contenu de ces articles 66, 71? Alors, l'article 66. Oui. Alors, l'article 66, qu'est-ce qu'il dit? Bon, l'article 66, c'est un article qui a été mal d'ailleurs interprété par la plus grande partie de la presse nationale. Les gens se sont trompés. C'est-à-dire c'est un article qui prévoit que demain, si le gouvernement décide d'ouvrir le capital d'une entreprise publique, il devra garder une minorité de blocage de 34%. Donc c'est un article qui autorise le gouvernement à ouvrir le capital des entreprises publiques à hauteur de 66%, mais en gardant en tout état de cause une minorité de blocage de 34%. Bon, voilà ce que dit l'article 66. Maintenant, l'article 66 n'est pas un programme de privatisation. C'est une loi qui autorise le gouvernement demain, s'il veut ouvrir le capital d'une entreprise publique, disons, à l'ouvrir à hauteur de 66%, en conservant une minorité de blocage de 34%. Bon, alors vous en tirez la conclusion qu'ils veulent vendre Sonatrach. Moi, bon, écoutez, mais cette conclusion, dans l'avenir, hein. Cette disposition, elle leur donne cette latitude. Ça veut dire qu'avec cette disposition, ils peuvent mettre Sonatrach en vente. On n'avait pas besoin de la loi de finances 2016 pour ouvrir le capital des entreprises publiques. Il y a un programme d'ouverture de capital des entreprises publiques qui a été annoncé il y a 2 ans.
Il consistait à ouvrir le capital des entreprises de Mobilis, d'Air Algérie, je crois, du CPA, d'une des plus grandes banques publiques algériennes. Il a été annoncé il y a 2 ans. On n'a pas attendu. Et il a été salué par tout le monde d'ailleurs à l'époque. En plus, on a annoncé l'ouverture du capital de 8 grandes entreprises publiques, dont des cimenteries aussi, je crois, disons, par la bourse. Ça a été annoncé il y a 2 ans, c'est toujours pas fait. D'ailleurs, moi, je le regrette parce qu'on aurait dû aller. Je pense qu'il faudrait aller plus vite. Bon, on n'a pas besoin. Le gouvernement n'a pas besoin de la loi de finances 2016 pour ouvrir le capital des entreprises publiques. Il suffit que le gouvernement réunisse le Conseil des participations de l'État aujourd'hui. Disons, avant même l'adoption de la loi définitive de la loi 2016, il suffit qu'ils réunissent le Conseil des participations de l'État, présidé par le Premier ministre, et il peut ouvrir le capital. Restez avec nous, Hassan Haddouche. Nous revenons à vous dans un instant. Qaddour Chouicha, avant que je vous pose question, vous voulez peut-être commenter ce que nous dit Hassan Haddouche? Non, en même temps, je suis d'accord avec lui quand il dit que ce qui s'est passé au Parlement n'est pas un coup de force. Parce que ce sont justement les partis qui s'étaient installés dans ce Parlement depuis très longtemps, alors que tout le monde savait que c'était un Parlement qui n'était pas du tout représentatif ni crédible, et issu de la fraude. Et maintenant, ces mêmes partis jouent aux vierges effarouchés en disant non, ils sont en train de vendre l'Algérie, alors que comme moi, je dis que ça fait très longtemps que notre pays est à vendre, quoi qu'en pense notre cher économiste. Et puisqu'il veut du concret, moi je pense qu'il faut parler de concret, il a raison. Si on veut parler des prix mondiaux du pétrole, je pense qu'il faut aussi aller parler des salaires mondiaux. On ne peut pas donner à un Algérien un salaire de 150 € et lui proposer de lui vendre de l'essence à 20 € ou 30 €. Donner aux Algériens des salaires mondiaux de 1000 €, ils seront d'accord pour acheter l'essence à 20 €. Donc je pense que quand on parle de concret, le concret, ce n'est pas simplement quand il faut écraser les travailleurs algériens, le concret c'est aussi demander à ce que les Algériens bénéficient des mêmes avantages. Et pour parler encore de concret, je sais que par exemple, quand vous allez dans le sud, mais c'est ça va rejoindre le nord, il y a un trafic de marchandises, mais il y a surtout un trafic de main-d'œuvre. Les boîtes internationales qui sont installées dans le sud ne reconnaissent pas la loi algérienne. Ça, c'est du concret, ça, c'est pour monsieur l'économiste. Ne reconnaissent pas les lois algériennes en matière de travail. Les sous-traitants qui font de la marchandisation de la main-d'œuvre, ça existe en Algérie, ça n'existe pas dans un autre pays. C'est-à-dire qui prennent des Algériens, qui les louent à des entreprises et qui font un bénéfice très grand par rapport à cet acte, alors que normalement c'est interdit par la loi. Et justement, le nouveau code du travail c'est d'élargir ce phénomène, c'est-à-dire le fait de la marchandisation de la main-d'œuvre en Algérie. Donc je pense que le concret, ce qui nous intéresse, nous justement, c'est le concret. Et pour revenir à ce que je disais, ce n'est pas tant simplement la loi de finances de maintenant, parce qu'on fait comme si avant cette loi de finances, on était installé dans un régime qui plus ou moins respectait ou bien protégeait l'économie algérienne. Mais c'est absolument faux. La loi de finances n'est qu'un aboutissement et qui n'est pas final. Ça va continuer. On a l'habitude maintenant avec ce pouvoir, quand il s'installe dans un programme, il a compris qu'il faut le faire par petites touches. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié que Bouteflika, à l'issue de sa première élection entre parenthèses, était parti à Davos en demandant aux investisseurs au niveau international de venir en Algérie en leur disant « Nous allons rendre le travail beaucoup plus flexible en Algérie. C'est-à-dire vous pouvez venir et vous comporter comme bon vous semble avec les travailleurs algériens. » Ça, c'est du concret. Et c'est pourquoi nous aboutissons autour de 2015 à un nouveau code du travail qui veut essayer maintenant d'installer de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus profonde, la précarité dans le travail. Et par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, le pouvoir défend l'UGTA parce que il considère que l'UGTA c'est son représentant auprès des travailleurs. Et c'est pourquoi en même temps, il nous bloque, nous les syndicats autonomes. Je rappelle que nous avons déposé un dossier d'un syndicat pour les enseignants supérieurs depuis 3 ans et que le pouvoir refuse l'enregistrement.
Je rappelle que nous avons créé avec d'autres syndicats la CG, la SGATA, c'est-à-dire la Centrale Générale, la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, et que de la même façon, le pouvoir algérien refuse l'enregistrement. Ce qui ne nous a pas empêché d'adhérer à la Confédération syndicale internationale. Donc, je pense que quand on regarde tout ça, en même temps, on a une politique économique claire qui veut nous installer dans un pays de troisième zone, pas simplement de seconde zone, qui est soumis au niveau international, qui est complètement soumis, et qu'en même temps, il nous refuse de nous laisser les moyens de nous... Khadour Chouicha, quand on sait que la plupart des travailleurs, la majorité des travailleurs, notamment ceux du secteur hydrocarbures, sont placés sous la coupe, je ne dis pas représentés, je dis placés sous la coupe de l'UJTA. Et donc, comment d'après vous, est-ce qu'ils vont accepter, sachant maintenant que c'est dans leur maison qu'il y a péril, que demain Sonatrach peut être bradé. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un vent de rébellion au sein de cette corporation UJTA, à Sonatrach notamment? Je rappelle qu'il y a eu de très grandes grèves au sud, au niveau de Sonatrach même, la maison mère, et ce même contre l'UJTA. Donc il y a eu des grèves immenses de travailleurs qui travaillent au sein de la Sonatrach. Donc ce n'est pas nouveau. Et ces travailleurs, quand ils avaient constaté que l'UJTA était en fait contre les travailleurs, avaient même demandé la création d'un syndicat autonome représentatif. Mais vous savez, il y a deux modèles. Il y a le modèle mexicain. Le Mexique a fait en sorte que la centrale syndicale officielle puisse rester dans le secteur des hydrocarbures en faisant en sorte qu'il y ait des partages des bénéfices avec ceux de la centrale syndicale mexicaine et le pouvoir. Le Nigeria a adopté une autre politique. Il a essayé de réprimer le syndicat au niveau du secteur des hydrocarbures. Donc nous, je pense que nous devons faire en sorte qu'au sein de Sonatrach, au sein de Sonagaz, et c'est ce qui se passe actuellement, il y a un syndicat qui a été agréé, enregistré au Sonagaz, mais que le pouvoir refuse de reconnaître alors qu'il a été enregistré par le ministère du Travail. Donc c'est pour vous dire que dans des secteurs sensibles, le pouvoir refuse aux syndicats autonomes de pénétrer et peut laisser ça sous la coupe de l'UJTA. Parce que l'UJTA n'est plus un syndicat. Je ne dirais pas n'est pas, n'est plus un syndicat, c'est un appareil syndical. Restez avec nous, Khadour Chouicha. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, peut-être quelque chose à répondre à Hassan Haddouche qui disait que lui préfère le concret, que tout ça, ce n'est pas très concret pour le moins. Je salue Hassan Haddouche au passage et votre autre invité aussi. Khadour Chouicha. Pour Hassan, j'ai envie de le recadrer un peu, ou de recadrer un peu le débat. Parce que on ne peut pas s'intéresser uniquement aux chiffres de la loi de finances 2016 et faire abstraction de tout son environnement. De la même manière qu'on ne peut pas prôner une politique économique sans moyens de contrôle. Prendre des décisions économiques nécessite que les décisions puissent être effectivement appliquées, contrôlées dans leur suivi, dans leur application, etc. Le premier des contrôles, c'est le Parlement, bien sûr. Nous parlons de cette loi de finances avec émotion parce qu'elle est censée être le cadre de contrôle qui permet d'éviter que de grosses erreurs ne soient faites. Mais cela étant, j'aimerais dire que je lui donne raison pour ce qui est du Conseil des participations de l'État. L'État peut très bien décider, grâce aux lois Hamrouche, aux lois 88-01 et suivantes, les entreprises publiques économiques sont organisées en la forme de sociétés marchandes avec un conseil d'administration, une assemblée générale et ont des actions cessibles. Et d'ailleurs, je précise que quand Bouteflika est arrivé avec Tamar, rappelez-vous, non seulement une liste d'entreprises, une première liste d'entreprises, puis une deuxième liste d'entreprises à privatiser a été établie, un processus a été mis en œuvre,
un processus extrêmement sensé, puisqu'il y avait un conseil de privatisation, il y avait une commission de contrôle composée de juristes, etc. Qu'est devenu ce processus? Il a totalement échoué, il faudrait peut-être qu'on en parle. Cette loi de finances, l'article 66, est l'héritier des échecs précédents. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que je dis à Hassan Haddouche, on ne peut pas faire uniquement de l'économisme dans ces affaires-là. Cet article 66, s'il est venu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il est venu dans un contexte de raréfaction de ressources. Est-ce que pour autant c'est une mauvaise décision? Non, pas du tout. Il faut privatiser les entreprises publiques qui évoluent dans la sphère marchande. Il faut le faire. On ne peut pas continuer à doper les entreprises non performantes au détriment de l'économie nationale. Donc le principe, il ne faut pas le remettre en cause. Personne ne le remet en cause. Maintenant, quand on se risque à évoquer son attraque, mais c'est tant pis pour le gouvernement, il n'avait qu'à dire que cet article 66 ne s'applique pas à tel ou tel secteur. Et ne l'ayant pas fait, nous sommes en droit de considérer, comme tous les Algériens, que toutes les entreprises publiques sont concernées. Et c'est faire preuve si vraiment l'intention du gouvernement n'était pas d'aller jusqu'à son attraque, je dirais que le gouvernement a fait preuve d'une extrême légèreté. Parce que, rappelez-vous, l'émoi dans lequel a plongé le pays, il y a 25 ans, et Hassan Haddouche s'en rappelle certainement, j'étais au gouvernement à l'époque, on disait on veut privatiser son attraque, on veut privatiser, ce qui était faux. Mais l'émoi était tel que aujourd'hui le gouvernement aurait dû prendre un minimum de précautions, c'est-à-dire expliquer quels sont les secteurs, quelles sont les conditions, et non pas balancer un article qui permet à la limite demain au gouvernement de privatiser n'importe quelle entreprise. 34%, ce n'est pas la minorité de blocage, ce n'est pas du tout un obstacle, ce n'est pas, comment dirais-je, quand un propriétaire décide de se dessaisir de ses biens et qu'il décide de garder 34%, qu'est-ce qui lui reste comme moyen de contrôle? Rien du tout. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est, ou plutôt la seule chose que lui donne le droit, cette minorité de blocage, c'est d'empêcher qu'une augmentation de capital ne se fasse sans son avis, et des choses comme ça. Mais la conduite de la politique de l'entreprise échappe totalement à l'État dans ces conditions-là. Je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise loi, je dis que si je suis les propos du ministre des Finances, je dis que c'est plutôt bien étudié. Puisque si d'ici 5 ans l'entreprise, le repreneur, a bien travaillé, a investi, a gagné de l'argent, alors elle a largement mérité le droit d'acquérir les parts qui restent. Enfin. Mais Ali Benouari, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, malgré ce risque de privatisation, le mot n'est pas exagéré du tout à vous entendre, de privatisation de Sonatrach, pourquoi il n'y a pas eu cet émoi qui a eu lieu publics qui ont été privatisés et personne ne l'a regretté. Oui, mais là c'est Sonatrach, là c'est la société qui gère la principale et la seule vraie ressource du pays en l'occurrence. C'est pour ça que je parle de légèreté du gouvernement, parce que si cet émoi ou ces réactions passionnelles viennent du fait que les gens ont immédiatement pensé à Sonatrach. Mais pourquoi il n'y a pas eu une levée de bouclier? Pourquoi il n'y a pas de réaction notable à cette situation qui a, à ce que je comprends, moi je ne suis pas un initié en la matière, qui est peut-être même pire que la loi sur la privatisation sur les hydrocarbures, si j'ai bien compris? D'abord parce que ce n'est pas clair. Comme dit Hassan Haddouche, ils ne disent pas clairement on va privatiser Sonatrach. Ils passent sous silence la question. Et donc les gens ne peuvent pas réagir directement à quelque chose que le gouvernement n'a pas exprimé de manière claire. Néanmoins, les gens qui s'inquiètent ont le droit de s'inquiéter dans la mesure où l'article 66 donne la possibilité au gouvernement de privatiser n'importe quelle entreprise, y compris Sonatrach.
et que l'on ne se cache pas derrière les 34%, encore une fois. Imaginez, vous imaginez Sonatrach, 66% du capital de Sonatrach vendu. Est-ce que vous imaginez? Restez avec nous, Ali Benouali. Je reviens à Hassan Haddouche. Hassan Haddouche, tout à l'heure, Khadr Chouissa, vous disiez oui, soyons concrets, mais pourquoi vous ne parlez que des prix? Pourquoi ne parlez-vous pas des salaires en la matière, en l'occurrence? Moi, je voudrais qu'on arrête de faire peur aux Algériens. Je voudrais qu'on arrête de faire peur aux Algériens, qu'on raisonne sur du concret, sur des faits. Allez-y, je vous en prie. Personne n'a annoncé la privatisation de Sonatrach. Il faut arrêter d'agiter des épouvantails. On en parle tous les 25 ans, on nous dit qu'on va privatiser Sonatrach. On n'a pas privatisé Sonatrach il y a 25 ans, on la privatisera pas cette fois-ci. C'est un fantasme absolu, c'est un épouvantail. Je ne sais pas d'où est-ce que vous avez ramené cette information. Elle n'a aucun sens et je refuse de discuter, de débattre sur un fantasme. Est-ce qu'elle peut être privatisée de façon légale avec les dispositions qui existent aujourd'hui, sans qu'il y ait de décision politique? Est-ce qu'elle est privatisable légalement? C'est la question. J'aimerais que vous répondiez de façon claire et concrète, comme vous dites. Je vous réponds clairement. Oui. Monsieur Benouari vient de vous le dire, il vous l'a dit à demi-mot. On n'a pas besoin de la loi de finances 2016 pour privatiser Sonatrach. On aurait pu le faire il y a 20 ans. Oui, mais est-ce qu'on peut la faire avec les dispositions qui existent? Les dispositions qui existent légales, est-ce qu'on peut privatiser Sonatrach? Je viens de vous dire, on pouvait le faire il y a 20 ans. Oui, mais est-ce qu'on peut le faire maintenant, sans qu'il y ait... On peut le faire maintenant. Très bien. On peut le faire aujourd'hui. Très bien. Donc elle est privatisable. Donc elle est privatisable. Elle est privatisable théoriquement, bien sûr. Voilà. Il suffit qu'il y ait une décision politique pour que ça se fasse dans toute légalité. Mais ça pouvait se faire il y a 20 ans, il y a 10 ans, avant-hier. Ça peut se faire n'importe quand. Si le gouvernement le décide, il peut le faire. Mais, dans ce cas, pourquoi ne pas avoir mis des chicanes légales pour empêcher cette extrémité? Mais encore une fois, personne n'en parle. Personne ne parle de privatisation de Sonatrach. Pourquoi voulez-vous nous faire débattre de quelque chose, d'un projet qui n'existe pas, d'un fantasme? Pourquoi voulez-vous qu'on débatte sur un épouvantail? On parle de faits, on parle de concret, on parle de décisions concrètes. Il y a suffisamment de décisions concrètes annoncées dans la loi de finances 2016 pour qu'on ait suffisamment de matière à débattre sans parler d'un épouvantail, d'une décision qui n'existe pas, qui n'est envisagée par personne. Mais excusez-moi, Hassan Haddouche, excusez-moi. Moi, j'appellerais épouvantail une éventualité qui reste dans l'ordre de l'impossible et que moi j'arrive et je l'agite. Ça veut dire que la loi ne permet pas de privatiser Sonatrach et que moi j'arrive là sur mon grand cheval et que je dis « Ah, ils vont privatiser Sonatrach, attention !» Or, il y a aujourd'hui un dispositif légal qui permet aux politiques de privatiser Sonatrach sur une simple décision sans passer par le recours à la souveraineté populaire ou à un référendum ou à n'importe quelle autre constitution. Donc ce n'est pas un épouvantail. Monsieur Benouari vient de vous expliquer que la possibilité légale d'ouvrir le capital de Sonatrach existe depuis 1988. Mais je n'ai pas dit qu'elle est contenue dans la loi des finances. J'ai dit qu'elle existe dans la loi des finances ou sans elle. Mais elle existe bien. Et donc ce n'est pas un épouvantail. Pour répondre de façon précise, il vous a dit que cette possibilité légale existe depuis 1988. D'accord, monsieur Hassan Haddouche, je vous remercie. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Khadr Chouissa qui va donc conclure puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Je voudrais, bien que je ne sois pas un économiste, je voudrais un peu m'insurger contre cette vision économiste. Je vais donner un petit exemple. C'est vrai qu'en Algérie, nous avons vécu la dissolution des entreprises publiques. Moi, en tant qu'universitaire algérien, quand j'ai commencé à travailler à l'université, je me suis battu pour avoir un logement et l'État m'a donné un logement. L'entreprise qui a construit le logement, qui est une entreprise publique, a construit ce logement, a fait son travail, mais elle a été dissoute parce qu'on lui a dit « tu n'as pas d'argent, tu n'as pas travaillé ». Alors que je sais, moi j'habite ce logement, je sais qu'ils ont travaillé. Donc cette vision économiste pire, qui ne veut pas nous faire comprendre que l'économie, ce n'est pas simplement des techniques, mais c'est une politique économique,
moi je m'insurge sur cette vision parce que c'est elle qui a préparé la catastrophe. Et nous sommes actuellement au même stade. On veut se battre contre ce pouvoir en disant non, il n'est pas légitime, non, il ne respecte pas les droits, mais on tient toujours le même discours économique pur qui remonte à une idéologie bien précise. C'est une idéologie néolibérale qu'on veut nous appliquer. C'est vrai que les gens n'aiment pas parler de politique et veulent même neutraliser la politique. Merci, merci Khadour Chouicha. J'espère vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Donc voilà, Hassan Haddouche vient de nous dire que la privatisation de Sonatrach est un épouvantail que nous agitons sans raison. Moi, je répondrai qu'il ne tient qu'au régime de prendre des dispositions pour que Sonatrach ne soit pas privatisable et donc il n'y aurait plus d'épouvantail à agiter. Ce que j'aimerais dire, c'est que est-ce que ce qui reste des richesses va être dispersé aux 4 vents? Un objet qui tombe ne reste pas suspendu en l'air, il ira jusqu'au bout de sa course, fatalement. Il faut juste dire que ce qui se passe en ce moment en Algérie, dans cette sorte de fuite en avant, le bradage du pays n'a pas commencé hier. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Salam alaikum, qawala khair, bislama.